le cinéma, c'est ma passion. Et quand on regarde pas mal de films, et des fois beaucoup de mauvais, eh bien on se retrouve à regarder presque la même chose. Alors on sait pas, peut-être c'est la même façon de filmer, la même façon de jouer, la même façon d'étalonner, de monter, ou bien c'est la même façon de raconter une histoire tout simplement. Bref, et je dis pas forcément que ce genre de film est mauvais. C'est blockbuster, c'est films classiques, c'est comédie musicale, moi aussi je les aime bien. J'étais un gros consommateur de Marvel, et par exemple, prenez Démolition de Jean-Marc Vallée, c'est pas particulièrement nouveau, c'est pas particulièrement novateur, et pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je dis pas que les prochains films dont je vais traiter dans cette vidéo sont forcément bien, enfin que j'ai forcément aimé. Ce sont juste des films que je trouve extrêmement intrigants, extrêmement fascinants dans leur manière d'aborder le cinéma, tout simplement. Je dis juste que l'on peut faire peut-être un grand film tout en étant basique, mais que si tu fais un grand film, mais en devenant original sur tous les autres points, et que tu réussis à faire quelque chose de totalement nouveau et novateur, alors là le monde place ton film en chef-d'œuvre. Bref, quelque chose vient tout de suite à l'idée quand on parle de briser les codes. Oui, on va parler de la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est un courant qui a été mené par des réalisateurs français, en majorité, qui avaient envie d'un peu de s'émanciper des codes de base du cinéma, donc faire quelque chose de nouveau. Et celui dont on se rappellera le plus de cette vague, c'est bien sûr Jean-Luc Godard. Godard est certainement le plus grand réalisateur français de tous les temps. Il a fait un nombre de films incalculable en arrêtant sa course en 2018 avec son dernier film, Le Livre d'Images. Et autant ses premiers films, là on va mettre de gros guillemets, sont plutôt traditionnels et basiques, mais quand on arrive à la fin de sa carrière... Dites des mensonges. Que vous n'êtes pas triste que je parte. Je ne suis pas triste que vous partiez. Bon, qu'est-ce que le cinéma de Godard a de spécial? Godard, d'abord, c'est un amoureux, un passionné total du cinéma. Et il est aussi très engagé. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a Et pas ça se un. voit car il n'a pas pu s'arrêter de faire des films. Il a aussi une manière très spéciale de l'écrire. There are no scripts for your movies. Yeah, there are, but not the way you are doing it here. I mean, the actors don't receive a script in the mail, a full It's script on before. my next two scripts, and you see that. I barely see those. En allant presque à l'improviste, sans avoir besoin de 3000 pages de scénario ou de découpage technique. Cela couplé par un jeu très spécial des acteurs, embrassant même des fois le quatrième mur. Ne plus décrire la vie des gens, mais seulement la vie. Mais là où Godard devient véritablement génial, c'est au niveau du montage. Car quand on regarde ces films, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant, et parfois même de perturbant. C'est que le montage chez Godard, c'est presque un art à part entière. Pour Godard, le montage c'est loin, même très loin que juste accorder deux plans, mettre une jolie musique, des sound design, tout ça comblé par des petites transitions. Godard dans Montage, mon beau souci. Le principe du montage, c'est de mettre en rapport les choses. Ce que j'appelle montage est simplement un rapprochement. Le montage permet de voir des choses et non plus de les dire. Ces phrases sont encore plus puissantes quand on voit que son dernier film, Le Livre d'Images, n'est que pur montage et que rien n'a été tourné par Jean-Luc Godard. Tout n'est que pur découpage et collage. C'est pas beau tout ça. Mais bien sûr, bien avant Godard, les Russes étaient déjà des fans du montage. C'était dans les années 20 et on appelait ça l'école soviétique. Ils disaient entre autres que le montage était la chose la plus importante dans la création d'un film. Cela part d'une expérience très connue, l'expérience de Lev Kuleshov. En gros, il va faire défiler exactement le même visage d'un homme. Il est en gros plan et son expression est totalement neutre. Donc il va faire défiler ce plan, à la différence près qu'avant celui-ci, il en met un autre. Ça peut être une femme, ou bien une soupe par exemple. Et la mission des spectateurs qui regardent ça est très simple. Il faut juste noter quelle est l'émotion de l'acteur. Et vous allez me dire que c'est totalement débile, car l'acteur, il fait tout le temps la même expression, c'est une expression totalement neutre en plus. Et pourtant, en fonction de l'image qui était précédée, les spectateurs pensaient que le visage de l'homme était plutôt triste ou désireux. C'est ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. C'est comment par le montage on peut faire passer des messages ou des émotions.
Car même si ton acteur est totalement nul et qu'on croit pas en lui une seule seconde, si ton monteur il est plutôt bon, ben on va y croire. Par exemple, dans La fièvre des échecs, sorti en 1925 par Podolkin, le montage relie des acteurs et des images d'actualité prises lors d'un championnat d'échecs. Tous les films de cette école vont suivre ce pattern de « Ah, le montage, c'est sacrément important ». Et je pense moi aussi que la partie la plus importante de la création d'un film, c'est le montage. Parce que si votre arme n'est que Premiere Pro, vous pouvez tout de même faire un film, sans avoir besoin de script ou même de plein de tournées. Et ça, Godard, il nous l'a prouvé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un tout petit court-métrage, du nom d'Interlude, réalisé en 2005 par un réalisateur hollandais, Jos van Veen. On peut y voir des poissons nager, sur un fond de musique plutôt calme. Toutefois, la particularité évidente de ce court-métrage, c'est sa binarité des couleurs. Très fort contraste entre le noir et le blanc. Cela va nous amener sur la deuxième partie de la vidéo, le cinéma expérimental. Le cinéma expérimental, c'est un cinéma très orienté vers l'art, où on innove totalement et où on cherche à montrer les choses par d'autres moyens que ceux qu'on a l'habitude de voir. On a ça dans le titre, cette idée d'expérience, de tester ce que le cinéma peut faire. Vous en avez des tas des films expérimentaux, par exemple V.I.I, Very Important Image, qui a pour but d'être le court-métrage le plus court au monde, il fait 1/24 de seconde. Bref, avec ça vous voyez le genre. La Jetée, c'est un film de science-fiction, et même on va être un peu plus précis que ça, c'est un photoroman. En tout cas, c'est comme tel que le qualifie son réalisateur Chris Marker, car ce film n'est qu'une succession d'images qui pourrait presque ressembler à un diaporama de 4ème. Bon, bien sûr, je rigole. Ça ne va très certainement pas plaire à tout le monde, mais le film est extrêmement intriguant et fascinant. Rapidement, pour faire le résumé de l'histoire, c'est un enfant, le héros, qui va assister à une scène traumatisante, celui d'un homme qui meurt devant une femme. Un souvenir qui va le hanter longtemps. Puis la troisième guerre mondiale arrive. La surface est dévastée et il n'y a plus de ressources. Le héros est aujourd'hui prisonnier et sert de ravitailleur. En bref, les scientifiques l'envoient dans le passé pour que celui-ci récupère des vivres et les amène à son époque. Ainsi, je trouve le concept extrêmement intéressant. Mais c'est bien sûr surtout la manière dont c'est traité et de comment c'est monté tout simplement. Le concept de photoroman qui résonne avec en fait le concept du film, qui parle de voyage dans le temps. On est dans un milieu où le temps est fracturé et où donc le mouvement de l'image n'a plus à exister. Bon, vous avez malheureusement tous vu la vidéo de The Great Review sur le cinéma. Donc oui, on va parler de Sight and Sound. Ce site où on peut trouver le classement des 250 supposés hypothétiques meilleurs films de tous les temps. Sight and Sound, ça fait depuis les années 30 qu'ils sont là. C'est la plus prestigieuse revue de cinéma. Et donc tous les 10 ans, ils s'actualisent la liste des meilleurs films de tous les temps. Des films qui ont normalement le plus apporté à l'histoire du cinéma. En 1952, Le Roi était le voleur de bicyclette, un film italien de Vittorio De Sica. Un excellent film qui parlait des conditions de vie des pauvres en racontant l'histoire d'un homme qui se fait voler sa bicyclette. Ensuite, ça a été Citizen Kane, qui a régné sur le classement très longtemps avant d'être rattrapé par Vertigo, et aujourd'hui un nouveau film est au sommet. Vertigo et Citizen Kane sont des films qui ont révolutionné leur époque et que même un non-cinéphile peut avoir entendu parler. Mais Jeanne Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles, qu'on a abrégé en Jeanne Dielman, est un film d'abord pas très connu, assez long, 3h15, un film féministe, mais aussi et surtout qui repose sur un sentiment très spécial, l'ennui. En gros, Jeanne Dielman montre la vie quotidienne d'une femme au foyer qui est veuve et qui occasionnellement se prostitue. On est dans un réaliste poussé à l'extrême, car on représente la vie d'une femme qui fait des choses purement normales, et ça pendant 3h15. Il n'y a pas d'expérience formatrice et de sensation de l'existence sans ennui. Parce que l'ennui, lié à l'angoisse, est une manifestation de la liberté. Cette citation est de Hélène Frappa, et c'est une vision comme une autre de voir le cinéma. Aujourd'hui, demandez à n'importe qui, pour tout le monde, le cinéma doit être divertissant. Sinon, pourquoi toi, tu irais voir un film? Mais en fait, ce film, il parle à tout le monde. Il montre une très grande réalité. Et cette réalité, elle peut être tout à fait retranscrite avec cette citation. Jeanne Dielman est réduite à ses tâches ménagères. Elle passe donc sa vie à nettoyer un appartement qui va se salir. C'est comme le supplice de Sisyphe. Chaque jour, elle œuvre pour une chose qui ne fera jamais œuvre, qui ne restera jamais, qui ne s'installera jamais, que personne ne remarquera, que personne ne reconnaîtra, ni ne remerciera. Et c'est pour ça que les mecs de Sight and Sound l'ont élu comme le meilleur film de tous les temps. Ce film il parle à tout le monde. Et en mettant la caméra sur une femme qui travaille comme ça, vous ouvrez littéralement une porte, un nouvel angle sur la vie. Vous faites vivre à vos spectateurs la vie de quelqu'un d'autre. Et pour cela, pour simuler l'existence, Chantal Akerman, la réalisatrice,
à utiliser le sentiment le plus horrible de l'humain, l'ennui. Vous assistez durant 3h15 à la vie terriblement simple de Jeanne, qui se résume à 3 choses. S'occuper de l'appartement, s'occuper de son fils, et enfin ses besoins vitaux basiques. Il n'y a rien de plus que ces 3 éléments, et ça rend en fait le film terrible. Car vous avez que l'extrait, une minuscule portion de la vie de cette femme, et pourtant c'est terriblement ennuyant et fade. Et les seuls moments où celle-ci aura du temps libre, celle-ci, comme si elle était en train de bugger, ne fera rien. Elle attendra juste afin de pouvoir s'occuper soit de son fils ou de son appartement. C'est un film qui est aussi la plupart du temps sans dialogue. Il n'y en a pratiquement aucun, même dans des moments où il le faudrait. Par exemple, voici un extrait. Son fils rentre à la maison et aucun mot entre les deux. Pas un bonjour, pas un je t'aime, juste un bisou comme par conformisme et on s'arrête là. Vous rajoutez que cette famille est tellement pauvre, le père n'est pas là, Jeanne se prostitue le soir, elle se lave avec un pauvre camp de toilette et dès qu'on peut, il faut à tout prix éteindre la lumière. Je vous conseille vraiment ce film car c'est vraiment une expérience à avoir. Personnellement, je me suis pas vraiment ennuyé. Alors que je vous le dis, mon cerveau est totalement bousillé par des merdes comme TikTok et je ne peux pas survivre sans être distrait une milliseconde. Mais pourtant, l'expérience est tellement fascinante qu'au final, on s'ennuie pas tellement. Alors que pourtant, ce film coche toutes les cases du film chiant par excellence. Car vous allez vraiment vivre avec cette femme durant 3 heures. Et c'est rare de vivre vraiment avec les personnages que l'on nous montre. Bon, maintenant je vais vous parler de mon réalisateur préféré, celui qui m'a un peu ouvert les chakras sur le cinéma et qui m'a donc appris la beauté du cinéma. C'est un peu la claque qui t'éveille, et cette claque, c'est Wes Anderson. Wes Anderson, c'est un réalisateur américain qui a obtenu au fil de sa carrière et de ses films une patte artistique extrêmement marquée. Tellement marquée que tu peux reconnaître du Wes Anderson en un coup d'œil sur un seul plan. On reconnaît en premier ses films par une colorimétrie extrêmement vive et colorée. On tombe sur du jaune, du rose ou du rouge. On est vraiment dans un univers totalement créatif au niveau de la couleur. Second, bien sûr, la symétrie presque primordiale des plans. On a un rendu assez théâtral au final, où tout est assez planifié et dirigé avec une main de maître. Et aussi la direction des acteurs. Il n'y a rien de choquant à voir un acteur d'un film de Wes Anderson se retourner vers la caméra, le regarder ou nous parler. Il y a réellement un sentiment étrange quand on se heurte face à ces acteurs. Ils sont à la fois très touchants, tout en restant assez mécaniques, comme dans la merveilleuse histoire de Henry Sugar et les 3 autres contes que Wes Anderson avait fait pour Netflix. Vous ajoutez une musique plutôt ancienne et des histoires réalistes, bon, entre guillemets bien sûr, et vous avez l'essence d'Anderson. Mais qu'est-ce que donc m'a appris Wes Anderson ? Et même en fait tout le reste que j'ai cité, eh bien qu'on peut faire strictement ce qu'on veut. Le cinéma, c'est l'art où la question de l'industrie est vachement présente, plus que dans n'importe quel autre art d'ailleurs. Car pour faire un film, ça se compte généralement en plusieurs millions. Par conséquent, la volonté créative peut être fortement freinée, et c'est malheureusement tout à fait normal. Et pourtant, et malgré ça, il y aura toujours des gens pour révolutionner l'art et dire que même avec une pauvre femme qui fait de la vaisselle, vous pouvez faire le plus grand film de l'histoire. Tout ça pour vous dire que la créativité sera toujours payée à sa juste valeur. Durant cette vidéo, j'ai essayé d'avoir un style très différent. Je change beaucoup de fois de thème, je n'hésite pas à fouiller dans des couleurs ou des options perdues de Premiere Pro, et peut-être que vous n'avez pas du tout apprécié, et c'est tout à fait recevable. Mais moi j'aurais été fier d'avoir découvert de nouvelles choses grâce à la création de cette vidéo. J'aurais été fier d'avoir regardé des films nettement différents qui m'ont apporté des visions différentes sur l'art. D'écrire un script pour tout enregistrer, pour ensuite lancer Premiere Pro et me consacrer pendant des dizaines d'heures à faire une vidéo que peu de personnes verront. Quoique 36 personnes c'est déjà pas mal en soi. Et en dégage de la multiplication de cette action, une très grande satisfaction à l'égard de ma chaîne. Car un jour j'ai voulu parler de Sekiro. Donc soyez créatifs, réalisez vos idées même s'il y a une chance que personne ne pose un œil dessus. Ou bien peut-être que ce sera un grand succès qui fera de vous le meilleur réalisateur.